Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h46 et on continue de parler du trafic de drogue. Les chiffres sont absolument terribles. On les évoquait avec Jules Torres tout à l'heure. D'après les chiffres du JDD qui dévoile en exclusivité le bilan de la police judiciaire pour le premier semestre, 182 homicides et tentatives d'homicide recensés en France. Sur les 6 premiers mois de l'année, Bruno Retailleau a pris la parole. Il a eu effectivement des mots sévères. Alors vous me direz, oui, les autres ministres de l'Intérieur en avaient eu aussi. Pas aussi fort. Pas aussi fort, on est d'accord quand même. Jules Torres, je disais que c'était très fort. Bon, le joint a le goût du sang, il faut arrêter la banalisation, il veut un arsenal législatif. Les narco-enclaves, les narco-racailles. Les narco-racailles, la mexicanisation de la France. Mais le ministre de l'Intérieur qui veut taper au portefeuille les consommateurs, les trafiquants n'ont plus de limites. Il demande à tous les services de l'État de se mobiliser, Jules Torres. Non mais tout ça est très bien, mais tant qu'on n'aura pas réglé la mère des batailles qui est le sujet migratoire, on n'aura rien réglé. Ah oui, alors expliquez aux auditeurs d'Europe 1 le lien. La vérité aujourd'hui, c'est que les réseaux criminels exploitent les flux migratoires pour faire passer leur drogue. Aujourd'hui, on sait très bien que une partie des jeunes, on parle souvent des jeunes, mais la plupart du temps, ce sont des jeunes immigrés qui sont utilisés comme chair à canon pour les trafiquants de drogue, que ce soit pour les choufs, que ce soit pour faire passer de la drogue, ou que ce soit pour aller tuer une bande rivale. On sait très bien que la chair à canon qui est utilisée par les trafiquants de drogue, donc ce sont des jeunes. Mais par exemple, les trois grands groupes de drogue, mafia de drogue à Marseille, elles s'appellent comment? La première, c'est la DZ Mafia. La DZ Mafia, c'est donc une mafia algérienne. La deuxième, c'est Yoda. Ils se revendiquent du Maroc, donc c'est des Marocains. Et le troisième, c'est le gang des Blacks. Et ça, on est plutôt sur des gangs qui proviennent de pays d'Afrique noire. Donc on voit bien qu'il y a un problème migratoire. On voit bien qu'il y a un problème migratoire aussi dans le sens où les conteneurs qui arrivent, par exemple, au port du Havre. Mais ça, je suis très naïf, je suis sûr qu'il y a des auditeurs d'Europe 1 qui se posent la question. Est-ce que vous savez combien de conteneurs au Havre par jour sont examinés? Alors ça, j'aimerais bien savoir, dites-moi. En pourcentage, 2%. Ah oui, donc il y a 2%, il y a 2% des conteneurs qui sont ouverts et qui sont examinés par les policiers. Donc évidemment qu'à un moment donné, on ne peut plus se permettre ça. On parle souvent de trous dans la raquette, mais là, je ne sais même pas si on a des fils dans cette raquette. J'entendais ce matin, il y a des ports, notamment 7, qui était quand même le deuxième port de Méditerranée pour la France aujourd'hui, où il n'y a pas de scanner pour examiner les conteneurs. Donc ça en dit long quand même sur le dénuement qui est le nôtre pour lutter face à ce trafic. Mais pour rebondir sur ce que disait Jules sur la question migratoire, c'est vrai que Retailleau est attendu à la fois sur la question migratoire et sur la question de la sécurité, évidemment, puisque l'opinion publique, non sans raison, fait un lien malgré tout entre le phénomène migratoire et la question de la sécurité. La réalité, c'est est-ce qu'il a les moyens, encore une fois, politiques, de mener la politique qu'il veut mener sur le plan migratoire? Je crois que personne ne nie, j'allais dire, la bonne volonté du ministre de l'Intérieur. Tout le monde lui accorde un crédit, parce que si vous voulez, à la différence de ses prédécesseurs, c'est qu'au moins, il a toujours été constant dans sa communication et dans son expression et dans ses convictions, surtout. C'est ça qui est le plus important. On peut considérer que, en effet, Bruno Retailleau, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un homme de conviction. Donc ça, on peut pas en douter. Après, le problème, on peut être un homme de convictions, mais si on n'a pas les moyens de mettre en œuvre, j'allais dire, pratiquement, concrètement, ces convictions, ça va être difficile. Sur le plan migratoire, il a 2 sujets majeurs. C'est que si vous voulez... Oui, c'est vrai, ça, il a fait avec les charters. Là, cette semaine, il a quand même envoyé des vols. On est un peu. Ils appellent ça des vols groupés. Mais oui, en effet, c'est le retour du charter. Vous avez complètement raison, mais bien sûr. C'est ce que Pasqua appelait les charters en son temps, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Mais bon, charter, ça fait bétail. Bon, voilà, c'est pour ça que la réalité, c'est que, si vous voulez, les mesures doivent être beaucoup plus larges. Pour ce faire, il faut qu'il arrive juridiquement à desserrer les taux. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que pour une reprise en main de la politique migratoire ne peut passer que par une modification de notre ordre constitutionnel. Et ça, il ne peut pas le faire. Malheureusement, il ne peut pas le faire pour lui aujourd'hui. Il n'a pas les moyens de le faire. Il n'a pas les moyens politiques. Et le deuxième point, c'est à l'intérieur de son gouvernement, à l'intérieur de l'alliance politique dont il est malgré tout dépendant et dont il est tributaire. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord sur cette ligne, que tout le monde soit sur cette ligne. Alors, certes, il a promis de présenter un texte de loi premier trimestre 2025 sur l'immigration. On verra ce qu'il en est. D'autant plus qu'en plus, le risque, c'est qu'un certain nombre de dispositions soient ensuite censurées par le Conseil constitutionnel. Il y a aussi cette épée de Damoclès. Moi, je le trouve assez habile, Bruno Retailleau, notamment sur ce sujet de l'immigration. C'est qu'il n'a pas menti aux Français. Il a dit directement aux Français, moi,
je pense que pour régler ce problème migratoire, il faut une réforme de la Constitution, il faut un grand référendum, mais malheureusement, je n'ai rien aujourd'hui qui me permette d'aller vers ça. Donc je vais avancer vers la voie réglementaire, c'est ces affaires de circulaire, c'est les coups de pression au préfet pour notamment les expulsions des étrangers délinquants, et puis il y a l'aspect législatif. Ça, en effet, ça arrivera au début de l'année 2025, et qu'est-ce qu'il va faire, Bruno Retailleau? Il va faire une transposition du pacte Asile et Migration qui a été voté au Parlement européen il y a quelques mois, et il va essayer de faire revenir les éléments de la loi immigration votée par Gérald Darmanin, vous savez, qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Il y avait plus de 36 articles qui avaient été retoqués, et là, ça va être très difficile, je suis moyennement d'accord avec Arnaud, ça va être très difficile pour les macronistes de nous dire ah ben on va voter contre parce que c'est pas le bon moment pour une loi immigration. Sauf que ces deux lois, le pacte Asile et Migration et la loi immigration qui était sortie de la commission mixte paritaire en décembre dernier, qui ont été votées par les macronistes, qui ont été votées par Elisabeth Borne, qui ont été votées par Gabriel Attal. Donc bon courage à eux pour dire aux Français ah bah le délit de séjour irrégulier, vous êtes 80% à être d'accord, ah bah on va pas voter pour parce que c'est pas le moment. Le retour des peines planchées, c'est pas le moment alors que tous les Français sont d'accord. Donc voilà, moi je pense qu'il a raison de prendre l'opinion à témoin sur tous ces sujets-là. 75% à 80% des Français sont aujourd'hui d'accord avec les propositions qui sont formulées par Bruno Retailleau, et je pense que voilà, on assistera à un spectacle politique, un théâtre politique, s'il n'y arrive pas. Bon, là, ça on suivra effectivement sur l'arsenal législatif qu'il demande, qu'il peut obtenir ou pas, c'est ce que vous nous dites. Je voudrais juste qu'on dise un mot quand même sur ces villes moyennes qui sont gangrénées par le trafic de drogue. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette explosion dans ces villes moyennes? Pardon, mais Poitiers, c'est 90 000 habitants. Je regardais aussi les chiffres du JDD qui faisait le palmarès des villes gangrénées par le narcotrafic, en tout cas sur l'année 2023, qui était une année record. Sans surprise, Marseille arrive en tête, mais en deuxième position, on a Valence, 64 000 habitants. On a aussi Avignon qui est référencé, 90 000 habitants. Expliquez-nous. Ça va au-delà d'une question de géographie, je pense, Jean-Christophe Couvi. Oui, alors en fait, c'est plusieurs facteurs. Le premier facteur, déjà, effectivement, il y a certains quartiers dans les villes moyennes où maintenant on a redistribué la pauvreté, faut le dire aussi. Il y a des quartiers où on met des gens fragiles, des gens pauvres, un peu paumés entre eux, et donc du coup, il n'y a pas forcément l'accès à l'emploi. Il faut former cette jeunesse. Mais ça a toujours existé, ça, Jean-Christophe. Ça a toujours existé. C'est terrible. Sauf que, mais qu'est-ce qui se passe là maintenant, aujourd'hui, que les villes moyennes soient gangrénées par le trafic de drogue? Sauf que du coup, vous mettez ces quartiers-là, vous baissez le nombre de fonctionnaires de police. Depuis Sarkozy, je suis désolé, on avait perdu 13 000 policiers, un policier sur deux qui partait à la retraite n'était pas remplacé. Ça nous a fait énormément de mal, parce qu'encore une fois, il faut voir ça sur le terme long. Il a fallu on a fermé des écoles de police, puis après il a fallu refermer des écoles de police, etc. Ça prend du temps. Il faut remplacer les policiers qui partent à la retraite et créer des nouveaux postes. Comme je vous dis aujourd'hui, on peut en former que 4 000 par an, point final. Donc en fait, si vous avez une balance négative, vous pouvez à peine remplacer les policiers qui partent. Voilà. Donc ça, on a eu déjà un gros coup. La population française augmente, mais pas le nombre de policiers. C'est ça qui est terrible en fait. Et donc en fait, on suit pas cette croissance. Et après, l'éclatement, j'allais dire, des frontières a fait que dans l'Europe, le marché, il n'y a pas que le marché économique classique. Le marché de la drogue aussi, ma foi, a été facilité. C'était plus les grandes familles qui tenaient les réseaux, mais des petits réseaux entre eux qui allaient directement se servir dans d'autres pays et d'autres filières. Vous ajoutez à cela aussi les progrès techniques et technologiques qui fait que maintenant, là où il y avait du hashish une fois par an sur une récolte, maintenant on peut en produire 2 ou 3 récoltes par an. Enfin, tout ça fait qu'à un moment donné, les prix baissent, vous inondez le marché et effectivement, c'est pas que la France, c'est toute l'Europe et c'est le monde entier qui est j'allais dire, c'est le péril blanc, entre guillemets, voilà, la cocaïne, les nouvelles drogues chimiques, et tout ça, effectivement, on a une société, nous, qui malheureusement consomme beaucoup, voilà, beaucoup trop. Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir aussi, c'est une question de santé publique, parce que ce sont nos gamins, aujourd'hui, qui sont menacés par ça. Vous avez raison, Jean-Christophe Couvi. Vous avez raison, secrétaire national du syndicat de police Unité, et le ministre de l'Intérieur veut taper au portefeuille aussi des consommateurs. Ça va peut-être faire bouger les lignes. Merci beaucoup, en tout cas. Jules Torres, vous filez où là? Je vais chez l'ami Elliott Deval, mais je reviens. Mais si Adrien Bagé me le permet, je reviendrai très vite chez vous.
Je vous remercie infiniment. Je vous attends ce week-end. Arnaud Benedetti, je vous revois bientôt aussi. Merci, avec plaisir. Bon, écoutez, dans un instant, vous restez avec nous. Olivier d'Artigol va nous rejoindre dans ce studio. Vincent Roy également. Et puis, je recevrai Alan Knoll. C'est le fils de Mireille Knoll, cofondateur de l'association qui porte le nom de sa mère. Les circonstances sont assez terribles puisque des tags antisémites ont été retrouvés dans l'immeuble de sa mère, là où elle a été assassinée dans des conditions sauvages parce qu'elle était juive. Il sera là et il va réagir à l'actualité. Vous allez voir qu'il a des mots assez durs et assez sévères pour Emmanuel Macron. Tout de suite.